Le problème de penser aujourd'hui uniquement de manière émotive, ce que nous apprennent les médias télévisuels, et ce qui est un travail de destruction, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de construire un raisonnement. D'ailleurs, quand on regardait les Américaines il y a 25 ans, elles ne savent que pousser des cris. On se disait, c'est bizarre, elles sont hystériques. Et en fait, c'est un peu cette destruction de l'intelligence collective. Les Américains ont 20 ou 30 ans d'avance sur nous. Quand vous regardez une bande d'Américaines, vous voyez ce que c'est que le chemin vers lequel on va. C'est la destruction de ce qu'on appelle le logo, c'est de ce qu'on appelle la concaténation, c'est-à-dire de pouvoir mettre des idées les unes derrière les autres pour faire un raisonnement. C'est pas comme ça. Vous voyez, c'est comme un morceau de musique, une mélodie, c'est des notes. Il n'y a que 7 notes, mais c'est des notes qui se succèdent. Si vous sortez une note séparément, ça fait un klaxon. Et pout, pout, pout. Mais quand vous mettez en ça fait pa, 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 pa. Là, ça devient Beethoven. Vous voyez, c'est pareil pour les idées. Une pensée, ce sont des idées en relation avec d'autres idées. Il faudrait aussi désapprendre le débat pour le plaisir de s'opposer, de faire le malin. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui m'insupporte, moi, de plus en plus, je le vois parce que je gère un site internet, des gens m'écrivent, c'est des gens qui ne sont là que pour le moi-je. À quoi ça sert de ramener sa fraise? À quoi ça sert de s'opposer pour rien? C'est aussi toute une évolution philosophique qui consiste à s'émanciper du monde finalement qu'on nous a imposé par les médias, les espèces de débats bidons, les émissions où chacun étale son pathos. On voit les émissions sur la 2 ménagère, etc. Je suis amoureuse de mon chien, j'aime pas ma mère. Il faut aussi réapprendre la vraie convivialité, la discussion qui n'est pas pour rien. Parce que souvent on voit, enfin moi c'est ma spécialité puisque c'est les débats, etc. On voit très bien qu'il y a une pathologie sociale, un truc de gens qui posent des questions uniquement pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ont mieux compris que vous alors que bon, on s'en fout, que finalement le plaisir de l'affrontement inutile, là on l'a vu, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, c'est le monde dont il faut sortir, hein, parce que demain, les énergies devront être utilisées utilement. Il y aura de la violence partout, donc ça ne sera pas la peine d'en créer inutilement. Et notamment, par exemple, être capable, un truc très très simple, vous prenez un endroit à 7 ou 8 parce que justement, vous avez peu de pouvoir d'achat. Hein, donc vous groupez à 7 ou 8 pour prendre une vieille ferme. Est-ce que vous avez déjà la structuration psychologique et morale d'être capable de vivre à 7 ou 8 sans vous bouffer la gueule au bout de 3 mois? Les 3/4, vous en êtes incapables, parce que vous êtes des petits cons et des petits merdeux. Ouais, d'accord? Vous ne savez pas respecter l'espace de l'autre. Vous ne savez pas être convivial et gentil. Vous êtes mal élevé. Il ne faut pas oublier que les pays de la politesse, c'est le Japon. Pourquoi? Parce que c'est tout petit, il y a beaucoup de monde. Et si on n'est pas très très poli, la promiscuité génère de la violence. Donc vous pouvez être mal élevé dans certaines conditions. Mais il y a des moments où il faut redevenir bien élevé. C'est pour ça que tous les protocoles et tous les rituels d'humanisation sont des protocoles de respect. De respect hiérarchique. Soyez à votre place. Il y a des gens ici qui n'ont pas le droit de m'interrompre quand je parle parce qu'ils n'ont rien prouvé dans leur vie, vous voyez. Il faut réintégrer ce sens de la hiérarchie et pas dire moi j'ai droit à l'égalité. Non, les 3/4 des gens ici sont des petits cons qui n'ont droit à rien car ils n'ont rien prouvé, ils sont des losers, ils ont gobé toutes les conneries, etc. Et je suis méchant en disant ça parce que si vous êtes là, c'est pas tout à fait vrai. Mais il faut réintégrer le principe de modestie, le principe de hiérarchie, le principe de respect, le principe de générosité. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que tout le système se sert de ça pour nous opposer les uns aux autres, jouer sur notre ego, notre arrogance. J'ai droit à ça, moi la petite segmentation de marché. Je suis gay, donc j'ai droit à ça. Je suis juif, donc j'ai droit à ça. Je suis arabo-musulman, j'ai droit à ça. Ton grand-père m'a colonisé, donc tu me dois quelque chose. Il faut sortir de toute cette merde. Et ça se passe aussi dans la manière de se parler les uns aux autres. Réapprendre. Ce qui est infiniment respectable chez certaines vieilles personnes ou chez certaines gens d'autres civilisations, c'est leur incroyable aménité. Vous voyez, la France est le pays où il y a le plus de neuroleptiques, le plus de dépressifs, le plus d'agressivité, alors qu'on est un pays où personne ne meurt de faim. Il suffit de rentrer de n'importe quel pays étranger pour arriver à Roissy, on voit que des gens qui font la gueule, vous voyez. Et ça aussi, c'est fondamental. C'est pour ça que là, il y a des échecs terribles. C'est vouloir... Dans le monde de demain, les avantages du monde d'hier, prétendre qu'on va faire de la solidarité, etc., alors qu'on veut que montrer qu'on est plus malin que celui qui est assis à côté de soi, alors que normalement c'est ton frère de combat, dans un moment où c'est comme un bateau qui coule. On écope tous ensemble ou on coule tous ensemble. Et c'est pas j'ai écopé plus que toi, t'as vu mon gobelet, il est mieux que le tien. Non, tant qu'on sera là-dedans, on l'aura dans le cul. Je veux dire, respecter les sportifs de haut niveau, qu'ils soient éminemment respectables, ce sont des champions, au sens classique du terme, ce sont des héros. Et essayez dans votre admiration de les protéger de leur corruption et de la souillure par ce monde ignoble. Non pas de l'argent, parce que ça pourrait être de l'argent, l'État les aide à devenir des champions
par un investissement logique, mais de cet argent qui les amène à la vulgarité du show business. Et d'ailleurs, on voit que dans leur manière de parler aujourd'hui, quand on regarde la manière dont s'exprimaient les champions dans les années 30, 40, 50, 60, ils ont de plus en plus une phraséologie de connards du showbiz et d'animateurs de télé. La réaction aussi dans la victoire est de plus en plus d'une grande laideur. Pourquoi les championnes, les femmes hurlent-elles comme des poufiasses et des charretiers chaque fois qu'elles font quelque chose? L'escrime, qui est un sport d'élite aristocratique, ça m'insupporte toujours de voir ces connasses hurler chaque fois qu'elles ont fait une touche. On n'est pas obligé d'hurler chaque fois qu'on a fait une touche. Dans le temps, nos champions de ces sports très élégants, on n'a pas encore ça dans l'équitation, mais ça va venir, ne font pas hurler comme des poufiasses vaginales chaque fois qu'elles mettent une touche. Est-ce que ces gens-là prennent conscience de la laideur, de la vulgarité qui représente leur hurlement à chaque fois? On n'est pas obligé de se tenir comme un chanteur vulgaire, voilà. Donc allez chercher vos valeurs chez les Grecs, chez les hoplites, dans la haute aristocratie anglaise, là d'où vous venez, et arrêtez d'hurler comme des footballeurs et comme des poufiasses. Ce n'est pas obligatoire, hein. Réfléchissons bien à ça et regardons, si on veut mettre des archives, des interviews de grands champions, faustocopie parlant après des victoires, ou le Cerdan, voilà. That's it. Cerdan affectionately hugs Gene. Marcel Cerdan scores a fourth-round knockout over Gene Walzak in Paris to retain his European middleweight title. Marcel's aggressiveness was just too much for the game Walzak. Le vainqueur et nouveau champion du monde est... Maintenant, je suis champion du monde et croyez-moi que j'ai bien pensé à vous pendant tout ce combat-là. Sur la ligne d'arrivée, c'est le délire. Alors qu'il franchit la ligne blanche, il n'a pas encore la manière. Il a appris durant la guerre la force de l'humilité, mais le public s'en moque. 5 minutos y medio a Magny y 9 a Van Sternbergen. Regardez comme ces gens-là se comportaient dignement, comme des gentlemen, et n'étaient une pudeur, une absence totale de vulgarité dans la victoire. Dans la défaite, c'est évident, mais dans la victoire. Et ce travail, c'est le premier travail à faire. Générosité, bonne éducation, savoir où est sa place, c'est fondamental. Les gens pètent tous plus haut que leur cul. Il faut déjà apprendre que vous n'êtes pas grand-chose. Je veux dire, excusez-moi, c'est le meilleur moyen de devenir quelqu'un en plus. Hein, je veux dire, voilà, c'est redécouvrir l'humilité. Or, tout le système est là pour vous dire que vous êtes les maîtres du monde, les rois du monde, que vous avez droit à tout, etc. Et c'est le meilleur moyen que vous retrouviez en étant rien du tout. Hein, ce qui est la situation, c'est-à-dire un pauvre cochon de payant, salarié précaire, humilié, manipulé de A à Z. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que je peux dire de plus que le dire et essayer d'en prendre conscience. Voilà, c'est pareil, pour être respecté, être respectable, etc., etc. Et on voit bien, effectivement, on regarde le Figaro, là, voilà, le connard en costard blanc, ces djihadistes qui menacent la France, Guéant l'appel à la gauche, à la dignité. Voilà, déjà, normalement, on peut plus lire cette merde, voilà, c'est tout. Voilà. Et pour finir là-dessus, quand on respecte et qu'on intègre tous ces protocoles rituels de respect de soi, de respect mutuel, on désamorce énormément de choses. Et la possibilité de ce qu'on veut, dont on parle, est possible, alors qu'avant, elle n'est pas possible. Redécouvrir la vie à plusieurs, communautairement, qui correspond à la vie ancienne, hein, des familles, etc., etc. Quand on est mal élevé, qu'on n'a pas le souci de l'autre, qu'on est incroyablement exigeant, arrogant, sans se poser jamais la question de la réciprocité. Je veux, mais qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je mérite, etc. On est obligé d'échouer, ça c'est certain. Donc, et là, malheureusement, ça ne s'apprend pas dans un livre. Hein, ça, là, j'ai pas de réponse magique. Mais c'est au moins en prendre conscience. Pas couper la parole, pas poser une question qui n'est pas une question, mais qui pourra montrer quelque chose, une démonstration sans fin. Voilà, c'est tout ça. Et ça, ici, c'est un véritable laboratoire. Alors déjà, je vous fais remarquer qu'on est dans ce genre de réunion, pour finir sur du positif, on a des gens qui viennent d'extrême gauche, des gens qui viennent de l'immigration, des gens qui viennent de ce qu'on appelle l'extrême droite, et que ça se passe toujours très bien. C'est-à-dire déjà qu'on a atteint un haut niveau. Dans un autre contexte, ça finit déjà en bagarre générale, en insultes, etc. Mais après, je veux dire, il faut encore avancer un peu plus, progresser un peu plus,
Et ça, c'est... Excusez-moi, mais il y a un mec qui s'appelait Jésus-Christ qui disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Hein, ça voulait dire quelque chose. C'est-à-dire que, à un moment donné, on redécouvre ce qui est au fondement de la civilisation, de toutes les civilisations. Comme je vous dis, donner pour recevoir, aime ton prochain comme toi-même, c'est que part du principe que tout ce que tu exiges de l'autre, etc., tu dois l'exiger de toi-même, et que l'autre est un autre toi-même aussi. Donc ne pas te permettre de te comporter mal, de t'excuser toi-même et de ne pas excuser l'autre, ou si tu exiges quelque chose de l'autre, l'exiger d'abord en toi, etc. Ça s'appelle les sagesses, les religions, c'est au cœur de tout ce qui permet à des gens longtemps de vivre nombreux ensemble. Et c'est ce qu'on a détruit entièrement aujourd'hui, voilà. Et c'est ce pourquoi aussi on va au chaos. Et là, c'est l'aspect moral, l'aspect religieux, l'aspect spirituel qui est fondamental. Et ce n'est pas du baratin, voilà, c'est... comprendre que cette jeune femme a une certaine souffrance en outre elle, une certaine demande, ne pas lui manquer de respect pour faire le malin inutilement, pour déclencher un chaos qui n'a aucun intérêt que de nous obliger à prendre position pour l'un ou pour l'autre, donc de créer deux camps antagonistes alors que ça ne sert à rien, se poser la question pourquoi on a voulu l'agresser, parce que peut-être qu'on a une souffrance soi-même, qu'est-ce qu'on a voulu dire, etc. Ce travail sur soi-même, etc. Qui je suis, qu'est-ce que je vaux réellement, qu'est-ce que j'ai à donner, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que veulent dire mes questions, parce que souvent les questions veulent dire autre chose que les questions posées. Et voilà. Et ça, malheureusement, c'est comment dirais-je, une bouée à la mer que j'envoie. Moi, je fais ce travail sur moi, tu le fais sans doute sur toi. Si on exige tout, on prétend tout sans faire ce travail préalable, c'est voué à l'échec. C'est une certitude, voilà. Et c'est sans doute le travail premier, le plus difficile et le plus fondamental. Redevenir des êtres humains. Il va falloir réapprendre le plaisir de mettre un certain temps à prendre une douche. Moi, quand j'allais en vacances dans une maison en pierre sèche au Baléares pendant des années, on a un bac sur le toit qu'on remplit avec une pompe à main. Elle est peinte, le bac est peint en noir pour que le soleil le chauffe, et la douche est chaude au début. Alors elle est chaude au début, puis après elle devient froide, mais ce qui compte c'est le début. Et finalement on découvre le plaisir de prendre la douche après avoir pompé les 200 litres. Et c'est tout un changement de vie, et de lire à la bougie, et que quand la bougie est morte, eh ben on arrête de lire et on dort parce qu'il fait noir. Donc on apprend à respecter les règles, les cycles solaires, et ça veut dire qu'on réapprend à vivre dans ce qu'on appelle l'échelle humaine et l'échelle cosmique. Et c'est là où je mets le doigt sur votre contradiction que sans doute identifier, c'est qu'on ne peut pas avoir les avantages de demain et les avantages d'hier. C'est-à-dire qu'il faudra changer... De la technologie qu'on a eue pendant ces derniers siècles pour la suite pour un temps. Pour un temps. À un moment donné, il va falloir redécouvrir le plaisir, justement, de... Moi, je faisais du vélo à un moment donné de course. Et j'avais mis un compteur. Et à un moment donné, je ne regardais plus que le compteur du vélo. Je ne regardais même plus le paysage. Et je comptais mes cycles de tour de pied pour essayer de monter de 30 à 32 de moyenne. À un moment donné, il faut renoncer à ça et dire je pédale un peu moins vite. Je regarde le paysage autour de moi. Je n'ai pas de chaussures automatiques look calées qui fait que je ne peux même pas descendre de mon vélo pour aller pisser ou boire un coup. Donc à un moment donné, c'est je vais pédaler un peu moins vite. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois regarder le paysage, avoir des godasses où on peut descendre du vélo pour aller boire un coup chez Madame Michu, et en même temps rouler à 37 de moyenne. Je veux dire, il y a la voie de la haute technologie du cyclisme qui amène le dopage, la laideur des combinaisons de vélo, machin, et le truc qui fait que ça devient un milieu très antipathique. Je parle de ce que je connais, parce qu'il n'y a plus que des dingos qui scient le tube de leur vélo pour que ça fasse 3,7 g et qui pèsent toutes les pièces de leur vélo pour essayer de monter de 38 à 38,2 de moyenne horaire. Et à un moment donné, c'est bon, à un moment donné, il faut repartir dans une autre direction où on est avec une bande de potes, on fait du vélo, on regarde le paysage, on s'arrête, on boit un coup. Et pareil pour les chasseurs, d'ailleurs, à un moment donné, on va à la palombe, on passe plus de temps à picoler. Toi, t'as préparé une tarte, l'autre, il a préparé une omelette aux champignons, on tire 3 coups de fusil, on bouffe, on picole et on s'endort sous un arbre. Et c'est ça le vrai plaisir de la chasse que les connards d'écolos n'ont pas compris. Hein, c'est avoir le prétexte du mensonge relatif du marxisme-léninisme et de la critique de la bourgeoisie, sans retourner à la bourgeoisie, parce que c'est ça la bêtise réactionnaire, tu vois. D'ailleurs, ça c'est une vraie question. Si à un moment donné j'ai accepté de sortir de ce monde-là, en sachant que ce que j'allais faire allait m'en exclure, c'est pas par héroïsme ou courage, etc. C'est tellement je m'ennuyais avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois bien que le luxe des objets inertes ne pèse rien par rapport au fait d'être avec des morts vivants. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, la qualité de la vie, et même je dirais le luxe, c'est d'être avec des gens qui vivent, tu vois. Et à un moment donné, quand tu es dans un hôtel 5 étoiles avec la bourgeoisie, cette transclasse et cette hyperclasse qu'on nous montre comme un modèle, c'est la vraie vision que tu as, c'est le bal des vampires, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a que des morts, tu vois. Et tu as un sentiment, à un moment donné, si tu es un être humain normal, tu sors pour essayer de respirer, tu fais ta valise et tu te sauves. Moi, un jour, j'ai été invité parce que c'est important que tout ça passe par des trucs concrets. J'étais invité au village de Roland-Garros, à la fête du village de Roland-Garros, et j'étais à une table avec des people,
Et à un moment donné, j'ai eu un tel sentiment d'angoisse. Il y avait des putes à nez et à seins refaits, des professionnels du prêt-à-porter milliardaires, etc. La conversation, le niveau, etc., le niveau d'impureté des échanges, tu vois, l'absence totale de gratuité, de potlatch, etc., enfin, tu vois, d'humanité, fait qu'à un moment donné, j'ai une telle angoisse que je me suis levé en disant que j'allais aux toilettes et que je me suis sauvé, tu vois. C'est-à-dire que je ne suis pas revenu à table, je me suis sauvé. Et après, je marchais dans le bois de Boulogne, je respirais comme ça, et j'avais l'impression, en regardant les arbres, tu vois, et même à la limite un travelot qui faisait le tapin, tu vois, de recommunier un petit peu avec le cosmos et l'humanité, tu vois, c'est pour te dire. Et la vraie question, c'est pourquoi il y a des gens qui rêvent d'accéder à ce milieu-là, bon, par innocence, vous voyez, qui quand ils y arrivent, ils trouvent leur compte et ils restent jusqu'au bout. Découplons totalement la performance sportive de la vulgarité qui n'est jamais qu'un effet de mode. Il n'y a pas de nécessité derrière. Hein. C'est comme l'évolution dans le phrasé des speakers de radio. Tout ça est de la mode. Voilà. Et je lance un message aux sportifs de haut niveau. Arrêtez d'hurler comme des porcs, et surtout pour les femmes, arrêtez de vous comporter comme des poufiasses, parce que ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucune raison de le faire. Et posez-vous la question, pourquoi vous déshonorez-vous par cette image de laideur chaque fois que vous accomplissez un acte éminemment respectable, qui soit de marquer un but, etc., etc. Et je me rappelle que le premier qui nous a déshonorés comme ça a été ce gros con de Yannick Noah, qui est très mauvais chanteur, camerounais bien moins respectable que Dieudonné, quand après la victoire à la Coupe Davis, il nous a fait cette ignoble farandole qui déshonorait à la fois la France, le tennis et l'Afrique, et qui est, je ne vais même pas aller plus loin, on va le remontrer. Direction, quartier, au damage pour les baiser avec le meilleur. Ah, comment m'égouille le meilleur. Comment tu es calé. Ah. Et ce jour-là, il a déshonoré l'Afrique, le tennis et la France. Voilà. Et malheureusement, il a été je l'ai bien connu à l'époque des boîtes de nuit, les mecs qui ont fait la jonction entre le showbiz, le pognon et les sports de haut niveau. C'est pour ça que ça n'a jamais été un grand sportif, parce qu'il y avait trop de showbiz et trop de pognon pour qu'il a quand même gagné qu'une fois Roland Garros. Hein. C'était le mec qui promettait beaucoup mais qui n'a pas beaucoup tenu. Et aujourd'hui, il fait de la musique de merde. Voilà, je veux dire, il a été un des premiers à faire tomber le sport de haut niveau dans la vulgarité, avant les footballeurs et tout ça. Et je lance un message aux sportifs de haut niveau. Essayez de prendre conscience de ce que vous représentez comme modèle, d'élégance, de génie. Vous êtes éminemment respectable. Vous n'avez pas à copier les codes communicationnels et les expressions de la pire merde qui soit, qui sont les riches stipendiés du showbiz. Le football est déjà perdu à ce niveau-là. Il y a des tas de sportifs de haut niveau qui ne sont pas encore tombés là-dedans, notamment d'ailleurs le triple médaillé de canoë-kayak. Il s'est pas mis à se toucher les couilles et à hurler après avoir gagné 3 fois la médaille d'or. Et si vous pouviez revenir à un peu d'élégance, ça serait bien pour vous, ça serait bien pour le sport, et ça serait bien pour la jeunesse, et ça serait bien pour quelque chose qui a une valeur en soi, qui est la beauté. Il n'y a rien de plus beau que le sport bien exécuté. Pourquoi souillez-vous la beauté de vos gestes et de votre victoire par des gestes si vulgaires à la fin de vos performances? Et pour bien expliquer ce que je veux dire, tu montreras en post-production un petit montage rapide de ce déferlement de laideur et de vulgarité physique. Voilà. La danse de Luis devant le public du parc après le but de Ronaldinho. To the torso. France just dominating over the Ukraine. Marche, arrêt et action simultanée. Rien. En garde. Le sujet, il est là. Quand je dis qu'il y a une arnaque de l'handisport, je n'attaque pas les handicapés, bien évidemment.
Alors les gens disent vous vous moquez des handicapés. Et j'ai reçu des menaces de mort d'handicapés. Les mecs, on va t'écraser avec notre fauteuil roulant. Et c'est une catastrophe. Parce qu'en réalité, ils n'ont plus les moyens, avec leur réaction émotionnelle et leur cerveau reptilien, de comprendre ce que je veux dire et de réagir à un raisonnement par un autre raisonnement. On est uniquement dans le signal réflexe des animaux primitifs où c'est j'aboie, tu me mords, enfin vous voyez les animaux préhistoriques. Et c'est une catastrophe parce que c'est la destruction de toute intelligence humaine et de toute civilisation où nous ne sommes plus que dans les réactions réflexes émotionnelles sur des signaux qui amènent au taureau qui fonce sur le truc rouge en comprenant pas qu'il est pris dans un spectacle ou s'il était malin, il rentrerait chez lui parce qu'il va mourir à la fin ou au mieux il encornerait le matador et pas le truc rouge, vous voyez. Le caméraman. On est vraiment dans un truc de l'abruti. Et moi, je répète bien, je n'ai pas du tout attaqué les handicapés. J'ai dit, voilà, on fait un spectacle avec des handicapés qui sont déjà ultra marginaux par rapport à la réalité du handicap au quotidien, qui sont des handicapés sportifs de haut niveau, ce qui est très ambigu. On en fait un spectacle télévisuel avec des sponsors, des machins, etc. pour nous faire croire qu'on est dans une société compassionnelle envers les handicapés. Alors que la réalité, c'est qu'on réduit les budgets, on les abandonne de plus en plus. Étant donné que la structure familiale s'écroule et que les budgets tombent, ils sont en fait de plus en plus dans la misère, dans la solitude, on leur ment en leur disant qu'ils ne sont pas handicapés mais différents. J'ai reçu des dizaines de messages d'handicapés qui m'ont dit vous avez totalement raison. Et moi je dis ce qui est tragique, c'est que quand on a eu le destin vous a fait perdre vos jambes. J'ai des amis qui ont eu des accidents de moto, je touche du bois, je fais de la moto, j'ai encore mes jambes, etc. Vous pouvez vous dire que dans une conception traditionnelle du monde, vous vous dites à la limite, j'exagère mais c'est pas bien. Dieu m'envoie un message, il m'a enlevé mes jambes. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avoir une vie intéressante? Et ben d'un seul coup, je me mets à lire des livres alors que quand j'avais des jambes, je lisais moins parce que j'étais mobile. Et d'un seul coup, je fais travailler un autre organe qui est... par exemple, je me mets à la musique. Ce qui est triste, c'est que quand on voit qu'un handicapé à qui on a enlevé ses jambes veut dire qu'à tout prix, il veut courir quand même au nom du struggle for life et du plaisir d'aller plus vite que l'autre, il est pris dans un piège libéral et dans une vulgarité, une stupidité qui n'est pas un exemple et qui est un mensonge. Et je dis que ce spectacle est un peu grotesque, le mec me fait de la peine, il est manipulé, et ce n'est pas la réalité du handicap. La réalité du handicap, c'est quand vous êtes fixé dans une chaise toute la journée, peut-être que vous pouvez d'un seul coup découvrir qu'il y a la voûte étoilée au-dessous de vous et vous cultivez en astronomie, alors qu'avant vous n'aviez pas le temps parce que vous couriez dans une estafette pour livrer des trucs toute la journée. C'est qu'il faut... Le sens de la vie, c'est faire de ces souffrances quelque chose qui vous amène à vous élever. Or, tout ce spectacle du handisport amène à la laideur, à la bêtise, à la violence, à la compétition, c'est-à-dire à la brutalité. Et moi, j'ai ressenti intuitivement que ce spectacle était laid, qu'il n'était pas au service des handicapés, qu'il participait à la violence et à la laideur du monde libéral, et qu'en réalité, ça cachait des tas de choses, notamment la souffrance des handicapés au quotidien, le fait qu'en réalité, on pousse les handicapés à se croire comme les autres pour les mettre dans le monde du travail comme les autres, et aussi pour de dire tu peux aller bosser quand même, etc. C'est-à-dire finalement à les recycler dans le système économique libéral, productif, etc. Et que c'était un ensemble de pièges, de mensonges, et que globalement ça produisait de la laideur. Et je dis si ce spectacle, je le ressens comme laid, c'est qu'il est mensonger. Parce que je crois, moi, à l'identité du beau, du bien et du vrai. Et je me disais, quand on n'est pas soumis à la violence du système qui vous oblige à trouver ça beau et intéressant, alors que profondément ça ressemble au lancer de nains ou à Frix. Quand vous voyez des types en train de courir avec des fauteuils roulants à toute vitesse, ou des aveugles courir et de voir que celui qui gagne, c'est celui qui rate pas le virage et qui finit pas dans la tribune, et qu'elle a fait la fille qui gagne à la fin dit j'ai battu Usain Bolt, j'ai fait mieux qu'Usain Bolt, et qu'après elle est invitée par le président de la République. Alors que 3 mois après, elle est à nouveau dans l'anonymat total. Et en fait, elle court moins vite que moi, mais simplement, elle a que 2 à chaque œil. Je veux dire, et qu'il y a quelqu'un qui court à côté d'elle, qui court aussi vite qu'elle en orange, qui lui est invalide. On est dans le n'importe quoi total. On se moque des handicapés, on nous arnaque, et derrière, il y a des gens qui font du pognon. Et ce pognon n'est pas partagé et ne retourne pas aux handicapés. Cette oligarchie, le téléthon, le machin, c'est toujours ces gens qui jouent sur votre côté compassionnel du petit peuple, car le petit peuple est compassionnel, pour vous tirer des larmes et vous tirer du pognon, alors qu'en fait, ils vous manipulent, ils vous baisent. Et en général, en se servant d'un handicapé, d'un juif, d'un arabe, d'un noir, vous voyez, toujours pareil, d'une minorité soi-disant opprimée, avec quelqu'un qui ne représente pas cette communauté, des gens qui usurpent une représentation, des idiots utiles qui, eux, peut-être touchent un petit bénéfice, parce que pour le champion de cul-de-jatte de saut en longueur handicapé, peut-être que lui, il va avoir 2-3 petites gratifications, une invitation, 2-3 sponsors. Mais vous pensez vraiment que le destin d'un cul-de-jatte, c'est de faire du saut en longueur ? C'est quand même... Or, on a bien vu du saut en longueur de cul-de-jatte. Je veux dire, sur la 2, pas sur une chaîne pour handicapés, sur la 2, en nous disant, avec le crétin, le commentateur sportif droit de l'homiste, qui d'ailleurs
tout en étant pour la mondialisation et les bisous, etc., fait quand même systématiquement l'apologie de gens qui se battent pour le drapeau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fascisme, quand ils réfléchissent bien à leur propre idéologie. Donc dans des contradictions profondes. Parce que finalement, le sport, c'est un substitut de la guerre pour la nation. Donc finalement, c'est le contraire même de l'idéologie de gauche qu'on nous vend. Parce que normalement, ça devrait être un spectacle malsain. D'ailleurs, de Coubertin était d'extrême droite. Enfin, il faut le savoir, tout ça. Et donc, on a une addition de stupidité que j'ai essayé de dénoncer par une analyse. Alors évidemment, au début, je fais une provocation. Je dis, le handisport, c'est moche. Alors évidemment, c'est pour susciter l'attention. Mais après, je construis un raisonnement. Et ce qui est tragique, c'est de voir à quel point beaucoup de gens sont passés à côté de ce raisonnement. Très peu d'handicapés en réalité, j'ai plein de lettres. Et ceux qui m'ont le plus agressé, c'est ceux qui ont un fromage handicapé, c'est-à-dire des mecs qui ne sont pas forcément handicapés toujours, mais par contre qui ont une association qui touche des subventions, une salle. Et moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, en réalité, tout ça est un business, comme toujours, c'est une arnaque. Et comme on ne veut pas rentrer dans le débat, les gens m'insultent et me disent que j'ai insulté les handicapés et qui me menacent. Et on est toujours pareil, que ce soit sur l'antiracisme, etc. On est toujours dans ce truc émotionnel. C'est bon, j'ai entendu tes insultes, quelle est ta réponse, quel est ton raisonnement? C'est ça qu'il faut dire. Une fois que tu m'as insulté, que tu m'as menacé, qu'est-ce que tu as à dire à ce que j'ai dit? Et là, on voit que d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et c'est pas pour rien que je suis plus invité nulle part, hein, vous le savez. C'est parce que, vous voyez, je dis, on va discuter sérieusement des sujets, et là, j'ai plus d'adversaires. Et voilà, et je suis là pour le dire, parce que personne n'ose le dire, que tout ça est moche, angoissant, malsain, et que ça n'a rien à voir avec la défense au quotidien, par une politique sociale et des investissements sérieux, de la défense des handicapés. Voilà. C'est pousser les handicapés à la vulgarité, à l'arrogance. Donc tout ça n'a que des fonctions en réalité profondément malsaines, agitées par l'oligarchie libérale, avec toujours derrière finalement l'inverse de ce qu'on croit voir en première instance. Donc n'ayez pas honte de dire que vous n'aimez pas ça. Je n'aime pas la médiatisation grand public de l'handisport, voilà. Hein, et je le dis clairement et je le démontre. Voilà. Maintenant, libre à vous de gloser là-dessus sur les blogs. C'est le but. Voilà, je lance le débat et je pousse à la prise de conscience sur cette énième manipulation malsaine, cet énième spectacle dégoûtant, faire du handicapé un spectacle, pousser les handicapés à crier quand ils ont gagné. C'est horrible. On va montrer des images. C'est fait. Thomas Boubet est en quart de finale. Tell who got second. Both the Santos is coming through. Ornate blindfolds and une performance exceptionnelle pour le Nigérian, l'homme le plus fort du monde dans les moins de 48 kilos. C'est génial, c'est parfait pour les Français qui retrouveront les demi-finales ce jeudi. You know, it's becoming the question. It's becoming the really big question. Avec de la même vulgarité que les footballeurs qui au moins ont pour eux la virtuosité du geste. Alors qu'eux l'ont pas vraiment. C'est tout ça pue, comme pue d'ailleurs tout le processus mondialiste actuel. Et je tenais à lancer le débat et à le dénoncer, avoir une fois plus le courage en avance, exactement comme quand j'ai osé dénoncer le côté malsain du show à business, mettre en avant ce que cachait la féminisation. Voilà, je veux encore avoir un coup d'avance. Vous avez raison, vous, peuple de France assez sain, de ressentir comme malsain la diffusion massive, transformée d'ailleurs en spectacle au sens de bord, des Jeux Olympiques. Sur quelconque sujet où on critique l'idéologie dominante qui manipule en général des minorités, les femmes, les homosexuels, on est en train de créer une haine des homos en France par l'histoire du mariage pour tous, alors que les homos ne l'ont pas demandé. Hein, en ce moment, on est en train de créer de l'homophobie de toutes pièces, hein, voilà, alors qu'il y en avait très peu en France, pas un pays homophobe de tradition. Donc l'idée, c'est par rapport à un sujet qui était en général une manipulation, quand ça passe en prime time sur la 2 et que c'est en couverture dans Paris Match, c'est qu'il y a un gros projet derrière d'idéologie dominante, ça s'appelle, de manipulation de masse. Le travail, c'est qu'est-ce que ça veut dire réellement, de faire un travail de décryptage. Hein, c'est ça que je dis. Et pour vous empêcher de faire ce travail de décryptage, on vous insulte, on vous menace, et on vous traite en général de nazis, de fascistes, de racistes, etc. Et donc, la réponse, elle est là. C'est parce que je m'intéresse réellement à ce que c'est que les handicapés dans la société que j'ai lancé ce débat. Et je me suis dit, quand je vais lancer ce débat, je vais en prendre plein la gueule, ce qui était évident. Et la chose la plus insupportable, c'est de nous faire cracher la gueule, parce qu'à un moment donné, on aide à ce que des gens puissent organiser leur survie. Je dis bien, pas leur enrichissement, leur survie, c'est-à-dire reproduire leur force de travail, se nourrir eux et nourrir leurs enfants, en prenant le risque d'aller vivre à la campagne, de faire de l'économie solidaire, de l'agriculture écologique authentique, pas du tapinage à moustache comme José Bové, qui a rallié, lui,
via Cohn-Bendit, tous les autres, et qui aujourd'hui est député européen, et qui ferme sa gueule avec sa petite veste en cuir, et qui se laisse insulter par Zemmour parce qu'il a baissé culotte, vous voyez. Donc je dis non seulement, comment dirais-je, le site Au Bon Sens est un projet que nous aidons, mais nous n'en faisons pas la publicité. C'est nous. C'est une des applications Égalité et Réconciliation. Et que ceux qui ne le comprennent pas aillent voter pour Mélenchon ou rejoindre l'autre bouffon à moustache. Là, c'est la même chose, c'est la même bande. Hein. Vous verrez qu'à un moment donné, ils sont tous ensemble. Hein, voilà. Donc je voulais faire cette petite mise au point. Et je dis, ceux qui s'amusent à faire des critiques haineuses, méprisantes, on fait du commerce, c'est du business. J'ai même entendu que Soral gagnait de l'argent avec ses livres. Oui, je gagne de l'argent avec mes livres. Se sont-ils posé la question de savoir comment je payais ma survie, mon loyer, je nourrissais ma femme et ma fille, que je payais mes condamnations, que je payais mon avocat? Se pose-t-il la question? Les petits merdeux qui ne conçoivent la vie que comme étudiants qui touchent l'argent de poche de leurs parents et qui espèrent demain passer leur vie dans l'éternel commentaire ironique à la Inrecuptible ou à la Canal+, en touchant de l'argent systématiquement du système sans jamais vouloir le voir ou l'assumer, que ces gens-là, je le dis, aillent se faire foutre, et je me ferai un plaisir systématiquement de les bannir, voilà, car ils ne nous méritent pas, voilà. Et c'est clair, effectivement, nous n'avons rien à faire les uns avec les autres, voilà. C'est fini, je close ce sujet, voilà. Dieudonné, vous vous rendez compte? Je suis venu le remplacer, il n'a pas pu venir, Dieudonné. Déjà, je trouve ça scandaleux qu'un comique déverse une telle haine sur un autre comique, surtout un comique qui est plus drôle que lui. Il ferait mieux de regarder, d'admirer le travail du maître, parce qu'il y a longtemps que Tim Sit n'est plus très drôle. Et si Tim Sit n'est pas drôle, c'est parce qu'il n'ose pas aborder les sujets sérieux et qu'il fait de la fausse subversion, de l'ironie de deuxième zone. Voilà, ces comiques sont drôles. Et je pense qu'il y a non seulement une haine tribale envers Dieudonné pour son insoumission, mais il y a aussi une vraie jalousie d'un comique qui a été démodé et démonétisé par un comique authentiquement drôle, parce qu'il a continué à faire le travail honnête, de critique, de subversion authentique. Et je pense que dans la volonté de mise à mort de Dieudonné, de la manière dont on la comprend, il y a aussi la mise à mort d'un concurrent qui vous a mis au chômage d'une certaine manière. Parce que c'est sûr que Tim Sit ne doit plus faire beaucoup d'entrées, même via les comités d'entreprise et tout ça. Et je trouve incroyablement scandaleux le discours de Tim Sit sur Dieudonné. Je l'invite à aller au théâtre de l'Amador parce qu'il a dit que c'était un repère de fachos. Dieudonné, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'il fera beaucoup pour les jeunes générations. On dit que c'est un raciste, antisémite, et c'est pas vrai. C'est absolument faux. On s'ennuie pas pendant le spectacle. Quand le spectacle est fini, je me suis dit, mais ça y est, c'est déjà fini. D'abord, son insolence et son intelligence du jeu, quoi. J'ai été très agréablement surpris par la qualité de son jeu théâtral. Ce que j'aime chez Dieudonné, c'est qu'il me fait rigoler. Je viens de très très loin, je viens du sud de la France. Excellent, excellent, meilleur que sur la vidéo, meilleur que sur DVD. Ah, en vrai ça donne autre chose qu'en vidéo. C'est un autre monde. Ouais, c'est autre chose. Je viens de le voir parce que c'était super, très génial. Même les enfants peuvent le voir. Je pense que l'Amador est un repère d'antiracistes authentiques, alors que le réseau communautaro-professionnel qui a fait Tim Sit, là il suffit de regarder leurs allégeances, leur vision du monde, là on est plus proche du réseau de fachos et du réseau de racistes. Hein. Soit Tim Sit est dans la haine tribale et la solidarité tribale et ça l'empêche de penser, ce qui serait pas étonnant, parce que si un crétin comme... Je veux dire, si un mec comme Emmanuel Todd, qui est un mec cultivé intelligent, n'arrive pas à sortir du tribalisme à certains moments et sur certains sujets, un crétin comme Tim Sit, effectivement, est obligé de tomber dedans immédiatement. Mais, je le dis au cas où ça pourrait servir à quelque chose, il faut qu'il fasse son autocritique et comprenne que c'est lui qui est dans la haine, que c'est lui qui est dans le tribalisme, c'est lui qui est dans le soutien au racisme. Voilà. Et pas Dieudonné, ni Soral, et ni les gens qui vont les voir de plus en plus nombreux, et qui sont eux le peuple de France, black blanc beurre. C'est en haut là, non? En haut, ouais. Voilà. Le monde du petit peuple de souche en colère, qui sont globalement les électeurs du Front National, et par ailleurs les musulmans. Ce qui veut dire que finalement il y a deux catégories de gens en France qui sont diabolisés par le système. Et bien finalement c'est les électeurs de Le Pen et les musulmans. Il suffit d'avoir l'honnêteté de prendre des photos de mon public ou du public de Dieudonné. Voilà. Donc Tim Sit, tu n'es pas drôle, tu es haineux, tu es finalement un tribaliste haineux, sans talent, jaloux, agressif, et qui, à mon avis, file un mauvais coton. Voilà. On a vu cet été
relayé par les médias collabos grotesques, quelque chose d'ignoble, parce que nous sommes quand même en terre chrétienne, il ne faut pas obliger. La France et le catholicisme, c'est consubstantiel, et le catholicisme, c'est ce qui est le plus proche du message du Christ. Hein. C'est pas le protestantisme tel qu'il est advenu, qui réintroduit la primauté de l'Ancien Testament sur les évangiles, la prédestination, c'est-à-dire qui est un retour au judaïsme en réalité. Nous sommes dans le monde de la charité du Christ, de l'universalisme chrétien, et c'est infiniment insupportable de voir quelque chose qui est de l'ordre de la vengeance tribale, c'est-à-dire de voir des jeunes cons aller persécuter un vieillard de plus de 90 ans qui était un petit policier hongrois, c'est-à-dire qui n'est pas Eichmann, et de voir se dire, voilà, on fait la justice contre le plus vieux nazi vivant. Ça n'a rien à voir avec la justice, tout ça a à voir avec la vengeance, l'ignoble vengeance tribale, et ça nous fait que nous montrer chaque jour un peu plus que la communauté organisée, qu'on n'a pas le droit de nommer parce qu'elle est toute puissante, n'a rien à voir avec les valeurs, les saines valeurs, je dirais, de l'universalisme grec et de la charité chrétienne, qui fait qu'à un moment donné, on oublie ou on pardonne et qu'on laisse crever dans l'oubli et la misère une vieille merde, quoi qu'elle ait faite de plus de 90 ans. Voilà. S'acharner jusqu'au bout pour persécuter ce pauvre type, le martyriser, l'humilier, surtout par des jeunes cons qui n'ont aucune légitimité pour le faire, et que tout ça, avec derrière le sourire béat de l'ignoble porc Klarsfeld, tout ça montre bien que là, on est bien dans la pire des vengeances tribales, quelque chose d'ignoble, et je le dis, moi qui suis chrétien et qui parle avec les gens de la rue, on en a marre, on en a plein le cul de cette haine tribale, que les médias, que la République française, que le monde chrétien globalement soit asservi à cette haine tribale permanente, systématique, il y en a marre, voilà. Donc, on va montrer les images. Ce pauvre petit flic hongrois, qui est une petite merde humaine sans doute, laissez-le crever en paix, arrêtez de nous imposer, au moins par l'image, faites-le en douce comme vous savez si bien le faire, mais arrêtez d'exhiber dans les médias de masse votre haine tribale et votre vengeance ignoble, c'est très dangereux pour vous à terme, parce que ça vous montre pour ce que vous êtes. Voilà. Des anti-universalistes, des anti-chrétiens, des tribalistes haineux, qui finalement ont un goût très prononcé pour la vengeance inextinguible et le sang, et notamment le sang des vieillards, le sang, je ne parle pas de la Palestine, des femmes et des enfants. Hein. Tout ça est ignoble, répugnant, et à mon avis, vous devriez comprendre à un moment donné qu'il faut cesser, parce qu'au lieu de vous servir, ça commence à vous desservir gravement. Voilà. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de juifs du quotidien ne valident pas ce genre de conneries, que finalement les médias à la botte relaient par soumission. Et je pose cette question, est-ce que vous êtes sûr que c'est bon pour la communauté ? Globalement, je pense que ça devient même contre-productif. Voilà. Et j'ai eu la même chose avec Delarue qui m'a pris la main, Alain, etc., me regardait dans les yeux et a eu des larmes aux yeux. Et je me suis dit, pour qu'un type qui est millionnaire, gendre idéal, une réussite totale, et c'était avant sa chute pour la cocaïne, hein, c'était avant. Donc voilà, il était encore au top du top. Hein, me prenne la main en pleurant, avec une espèce de respect, de dire en gros... quelque part, j'ai raté ma vie, peut-être, et avec un respect évident, parce qu'un mec comme Delarue ne vient pas me voir dans un lieu public, me serrer la main et parler avec moi, de manière exactement comme quand Julien Cazard se fait prendre en photo avec moi, pour ceux qui savent qui il est. Ces gens-là ne le font pas par hasard, c'est-à-dire qu'il y a un vrai respect. Et donc là, Delarue vient de mourir, je pourrais l'insulter ou me moquer de lui comme je me moque d'un mec pour qui j'ai beaucoup plus de mépris, comme Guillon. Delarue était plutôt en privé et humainement un mec plutôt bien, un mec fin, cultivé, assez charmant. Et malheureusement, d'avoir fait de la merde dans la télé de masse, à l'époque El Kabash, il faut pas oublier qu'El Kabash est derrière tout ça, hein, comme toujours. Hein. On retrouve toujours le même genre de gens. Finalement, ça l'a tué. Voilà. Et là, il y a une justice immanente. Hein, je veux dire, voilà. Je ne l'insulterai pas, mais c'est une justice immanente. Il a péri par là où il a péché. Et c'est important. Il est important de croire à la justice immanente qui est finalement le mot discret de la justice divine. Parce qu'il n'est pas normal que les méchants ne soient pas punis et que ceux qui ont choisi le mauvais chemin triomphent. Voilà. Donc, sa mort m'a fait de la peine. Je savais qu'il allait mourir, j'en étais certain, il avait un cancer incurable et je savais qu'il allait mourir, c'était écrit, donc ça ne m'a pas étonné. Et j'ai déploré sa fin, mais en même temps, elle est totalement morale et justifiée, et lui-même sans doute le savait et le reconnaissait. Voilà. Et donc je dis, c'est un exemple, ça doit être un exemple pour les gens qui m'écoutent et les gens qui se posent des questions sur ce que c'est que la vie, c'est-à-dire la vie ici et la vie au-delà, pour ceux qui croient réellement en Dieu. Parce qu'on croit en Dieu parce qu'on le craint. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment ça se passera quand on sera face à lui. Sinon, c'est qu'on est un menteur et un tartuffe et un escroc. Ou alors, c'est qu'on est un adorateur de Satan. Hein. Et là, ça peut expliquer BHL, Attali,
etc., etc. C'est-à-dire que leur Dieu n'est pas le nôtre. Hein. Voilà, c'est le Dajjal, quoi. Hein, voilà. Et donc, que ce soit, voilà, que les gens réfléchissent à ça, là, les jeunes qui cherchent à réussir ou pas, qu'est-ce qu'il faut sacrifier, pas sacrifier, du mondain et de la vérité. Finalement, il y a une logique et une morale dans la fin de Descoings, pour qui j'avais le plus souverain mépris. Et que ce monsieur qui se prétend le directeur des établissements me demande de partir en douce parce que ma sécurité ne peut pas être assurée. Alors je vous garantis que je n'ai aucun problème de sécurité nulle part. Tout ça est une manipulation. Il y a un écrivain qui se fait virer d'un salon du livre parce qu'on menace de passer à tabac. Vous êtes écrivain vous-même et ça vous gêne pas? Hein? Ça vous rappelle rien tout ça? Vous êtes assistant, on va assister. Il y a une logique et une morale dans la trajectoire et la mort de la rue pour qui j'avais une certaine sympathie. Mais ça ne change rien. Hein. La loi morale est au-dessus de nous tous. Voilà. Et cette loi morale, en dernière instance, est juste pour les cas que je viens de citer. Et je trouve ça beaucoup plus choquant quand elle ne l'est pas. Hein, voilà. Que si jamais, comment dirais-je, si Bernard-Henri Lévy meurt dans son lit, ça serait plutôt la signe d'une certaine victoire de Satan, même si on le sait que Satan est un des noms de Satan est le maître de la terre. Hein, il faut savoir. Satan ne règne pas au ciel, mais il a un certain pouvoir sur la terre. Dieu, lui, n'est pas sur terre. La terre est un lieu d'épreuve. Il nous regarde comme un arbitre et il nous jugera. Mais il n'intervient pas directement. Il faut quand même bien comprendre ce que c'est notamment que la théologie catholique. C'est pour ça qu'il y a les anges gardiens qui ont été supprimés depuis Vatican II de la théologie catholique, et dont je le rappelle, le jour traditionnel des anges gardiens est le 2 octobre, qui est le jour de mon anniversaire. Voilà. Et je salue mon ange, dont je connais le nom, et je rappelle bien quand même comment fonctionne la morale chrétienne et la morale catholique. Hein, il ne faut pas oublier, pour nos amis musulmans aussi, être religieux en dernière instance, c'est prouver qu'on craint Dieu dans ses actes. Voilà. Et que personne après ça ne vienne me donner de leçons de théologie authentique. Et je peux même poser la question en annexe, comment Ramadan fait-il aujourd'hui pour accepter l'argent des Qataris s'il est capable de comprendre ce qui se joue en ce moment, notamment en écoutant un grand théologien musulman qui est Cheikh Imran Hossein, hein, voilà, dont nous venons d'éditer le livre fondamental qui explique effectivement tout ce qui se passe en ce moment, écrit en 2002 je crois, hein, donc il avait de la grosse avance, et qui s'appelle Jérusalem dans le Coran. Hein, voilà. Donc, une fois de plus, Rouillant, je t'emmerde. Intellectuellement, je respecte tes 20 ans de prison, je les déplore, mais t'es quand même un con intellectuellement, et t'as pas de leçon à me donner, et c'est catastrophique de voir que t'as le discours d'un ado anarcho-gauchiste de 18 ans, alors que t'as passé 60 berges, c'est catastrophique. Ferme-la, tais-toi. Voilà.